Mesdames et messieurs, bonjour et bon confort d'écoute pour tous ceux et toutes celles qui, devant leur petit écran, se donnent de nous recevoir. Le mois de janvier est un mois marqué par la célébration des vœux, l'échange des vœux. Et nous voulons cet après-midi, en cette maison catholique des médias, dans le cadre de notre télévision web, Cathol TV Gabon, pouvoir réécouter le message, la présentation des vœux de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, adressé au chef de l'État au nom des confessions religieuses et à son nom propre. C'est une célébration qui a eu lieu le vendredi 6 janvier 2023 au palais de la présidence de la République. Une célébration très belle, très profonde, et nous avons quelques invités avec nous. Et avant d'écouter ce message, cette allocution, je voudrais souhaiter la plus cordiale bienvenue à nos invités qui nous viennent aussi bien du sud de Libreville que du nord de Libreville, de l'est de Libreville et de l'ouest de Libreville, le grand Libreville comme on aime à l'appeler depuis la Covid-19 dans notre pays. Ce grand Libreville qui se donne d'être le lieu d'un vivre ensemble qui nous donne d'être plus fraternel et plus juste. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Et nous allons commencer du côté de ma droite, sur votre gauche. Je m'appelle John Fortuné Ndomba, donc je suis paroissien de Saint-Nicolas-de-Thierry. Je suis équipier, membre de l'équipe Notre-Dame, Libreville, et catéchiste en paroisse Saint-Nicolas-de-Thierry. Et à côté de John Saturnin Ndomba, il y a un chef scout. Ange-Claude Nkogué, commissaire général des scouts et guides catholiques du Gabon, juriste et enseignant. Juriste et enseignant. Et nous passons sur ma gauche. Christian Monjoli, je suis vice-président du conseil pastoral paroissial de la paroisse Saint-Pierre. Et dans la vie civile, je suis géomètre expert de formation et chef d'entreprise, responsable d'un bureau d'études. À côté de Christian. Michel Auguste Boussamba. Je suis membre du mouvement chrétien des cadres et dans ma vie personnelle, je travaille au ministère de l'économie et de la relance. Merci Michel. Maintenant, nous allons écouter, après cette brève présentation de nos invités, l'adresse au chef de l'État par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, qui, au nom des confessions religieuses, le vendredi 6, a parlé au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'aube de cette année 2023, j'ai l'honneur de vous présenter à vous et à votre chère épouse, ainsi qu'à toute votre famille, au nom des confessions religieuses dont je porte la voix et en mon nom propre, nos vœux les meilleurs. Ce sont tout d'abord des vœux de santé, mais aussi et surtout de sagesse et de réussite dans la conduite de notre cher pays, le Gabon. Dieu est le créateur de tout ce qui vit et respire. Et nous lui rendons grâce pour cette belle terre où il nous donne de vivre. Nous apprécions votre engagement pour la sauvegarde de l'environnement. Cependant, nous tenons à réaffirmer que l'homme est le sommet de la création. Et c'est pour cela que nous militons pour une meilleure prise en compte du bien-être des populations rurales, notamment au sujet du conflit homme-faune, ainsi qu'une meilleure redistribution des dividendes des crédits carbone. Les jeunes sont l'avenir de notre pays
Nous constatons des efforts pour le renforcement des infrastructures scolaires et universitaires dans l'enseignement général, professionnel et technologique qui auront, nous l'espérons, un impact positif sur la qualité de la formation et l'employabilité des jeunes, de sorte que les qualifications soient plus en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pour une réduction significative du chômage de masse qui frappe encore notre pays. Les familles voient leur pouvoir d'achat baisser d'année en année. La mercuriale mise en place par le gouvernement ne semble pas avoir des effets probants, faute de moyens de contrôle efficaces. Par ailleurs, l'état des routes, l'indisponibilité actuelle du chemin de fer, la cherté des moyens de locomotion aériens et fluviaux rendent le transport et, in fine, le coût des produits de base encore plus onéreux dans l'arrière-pays. La pression fiscale, via la création chaque année des nouveaux impôts, participe à fragiliser davantage le panier de la ménagère. Comment alors pouvons-nous espérer des lendemains meilleurs? La situation des retraités nous interpelle fortement. Nous souhaitons que les solutions amorcées dans le processus de réforme du modèle de gestion de la CNSS aboutissent à un retour à une prise en charge normalisée. Monsieur le Président de la République, en tant que leader religieux, nous souhaitons que cette année 2023 soit placée sous le sceau de la vérité, de la justice et de la paix. Permettez-nous de noter la situation des détenus dans notre pays. En effet, la surpopulation carcérale, les conditions de vie des prisonniers, les lenteurs observées du système judiciaire restent, à notre sens, des sujets de forte préoccupation. Pour les futures élections, nous, les leaders religieux, nous nous engageons à intercéder pour la préservation de la paix. Cependant, nous demandons, pour éviter les dérapages, une plus grande transparence dans la préparation électorale et le dénouement des élections. Déjà, certaines voix dans la classe politique et la société civile s'élèvent pour relever des anomalies, tant sur le code et le fichier électoral que sur les problématiques de pièces d'identité des électeurs ou encore sur la question du budget alloué aux élections. Monsieur le Président de la République, préserver la paix, c'est prendre en compte la volonté de tous les Gabonais. Gabon d'abord. Nous le réaffirmons ici, oui, Gabon d'abord. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que cette année 2023 soit une année de vérité, de justice et d'apaisement des tensions politiques, une année d'inclusion sociale pour l'amélioration des conditions de vie de tous nos concitoyens. Les confessions religieuses se tiennent disponibles pour jouer pleinement leur rôle d'écoute et de médiation. Que Dieu bénisse Gabon et tous ses habitants. Je vous remercie. Une présentation des vœux au chef de l'État par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, au nom des confessions religieuses et en son nom propre. Ce message, nous l'accueillons, puisque nous en faisons écho. Et à nos invités, je voudrais que chacun d'entre eux puisse dire un peu comment est-ce que
il a senti ce message? De l'avis qui est le mien, l'adresse faite par Monseigneur l'archevêque métropolitain au nom des confessions religieuses a une forte connotation économique, puisque des questions liées au développement sont abordées, environnementale également, puisqu'il est fait ici allusion au conflit homme et faune, mais ce n'est pas tout, des questions, il y a une question sociale qui porte sur le chômage des jeunes. Il y a également une forte portée liée à l'éducation. Voilà un peu, pour l'essentiel, hein, des aspects abordés par cette allocution. Économie, environnement, social, chômage, éducation, et aussi les questions liées à cette préoccupation que Monseigneur porte en lui, celle de nos compatriotes qui sont privés de liberté et pour lesquels souvent les jugements, je comprends que votre prise de parole n'est pas évoquée la question liée aux lenteurs juridiques puisque vous êtes un homme de loi. Mais il y a tout cela qui est comme panel présenté par le Père archevêque. Monsieur Monjoli, il y a quelque chose... Oui. Alors, moi je voudrais simplement, en complément de ce que mon frère a dit tout à l'heure, de l'appréciation globale du discours que je fais, c'est que j'ai noté effectivement un discours complet de pasteurs, puisque c'est un discours consensuel, pasteurs d'église, de confession religieuse, qui sont à l'écoute de leur peuple pour faire ressortir les préoccupations majeures de celui-ci. J'ai noté, moi, ce qui m'a fortement impacté, c'est la dynamique de ce discours, une dynamique globale. C'est un discours qui est à la fois un discours d'action de grâce, en relevant ce qui est fait de positif par les pouvoirs publics, mais aussi un discours à caractère prophétique, en mettant un tout petit peu les acteurs politiques et de la société civile devant leurs responsabilités en vue du bien du peuple, en vue de la construction des conditions de paix. Voici un tout petit peu, de manière résumée, ce que je peux dire sur la globalité du discours. Et du côté du MCC, avec Michel, comment est-ce que vous avez senti ce discours? Comment vous l'accueillez? Je pense que les frères tout à l'heure ont eu à faire une synthèse de tout cela. Mais il y a aussi la concision, dire autant de choses en un temps aussi vraiment réduit. Ce discours a été vraiment très synthétisé, a touché les questions de l'heure, les questions vraiment qui touchent le quotidien des Gabonais. Et il faut vraiment se féliciter de cela. Et en ce sens, vraiment, on peut tirer un coup de chapeau vraiment à ce discours de cette année. Tenant compte de ce qu'on a dit, de la concision, du nombre des sujets et des questions qui ont été évoqués et qui touchent vraiment l'actualité actuelle. Alors du côté d'Alina Kéry, comment est-ce que ce discours a été senti, accueilli? Okay, merci. Donc nous avons dit que ce discours, comme c'est le père évêque, donc nous l'accueillons, nous l'avons bien accueilli. Et ça prouve encore la suffisance que le père évêque est au courant des problèmes de ces laïcs, des problèmes de la République. Donc nous l'accueillons et avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'espérance. Et ce qui est dans ce discours, c'est que ça traduit effectivement, on va dire même une collaboration franche entre l'État et l'Église. Parce que c'est un discours de cœur des problèmes que nous vivons au quartier Alina Kéry, que nous vivons partout au niveau du Gabon. Et nous reconnaissons, je sais pas, à travers ce discours, les souffrances que nous vivons au quotidien. Et pour nous, et comme c'est dans ce moment d'une année électorale, donc d'aucuns pourraient dire, mais que pouvait-il dire d'autre avec ces problèmes-là? Je pense que c'est dans la collaboration, je pense qu'en année électorale, le politique fera le nécessaire
de façon temporelle. Or, le peuple a des besoins qui sont durables, mais qui veulent avoir une chirurgie efficace et efficiente dans le long terme. Monseigneur l'archevêque, dans son propos, dans les vœux exprimés au chef de l'État, commence par placer Dieu comme étant vis-à-vis de la préoccupation qui habite le chef de l'État dans la protection de la nature. Et en parlant de Dieu, il place l'homme comme au centre de la création. Et cet homme, comment améliorer ce vivre ensemble dont parle l'archevêque en présentant au chef de l'État? Je crois qu'il nous revient d'apprécier que l'homme soit placé au centre du développement, parce qu'il n'est de richesse que d'homme. L'homme ici doit être envisagé sous deux aspects, l'aspect spirituel et l'aspect physique. Pour répondre à l'aspect physique, il faut amener l'homme il faut donner plutôt la satisfaction de ses besoins fondamentaux, que ce soit l'éducation, la santé, le travail. Donc mettre l'homme au devant, c'est également porter la nature avec l'homme. Parce que dans la chaîne de la création, il y a ce qu'on appelle la primauté de l'homme. Et à ce sujet, il parle des crédits carbone. Comment est-ce que cette dimension a été accueillie, cette redistribution souhaitée? Mais en parlant du repositionnement de l'homme au centre de tout, finalement, je pense qu'il y a la double dimension, effectivement, de faire en sorte que dans un pays comme le nôtre, l'homme vive correctement sa relation ou sa recherche de relation avec Dieu. Il y a des conditions à créer pour ça et nous en sommes tous responsables, aussi bien les dirigeants que politiques que religieux. Mais derrière, il y a aussi la relation de l'homme lui-même dans son milieu avec sa nature. Le Gabon s'est engagé dans la préservation de la nature et en gelant un certain nombre d'espaces de façon à avoir, du point de vue global de la nature, des conditions qui permettent justement de suppléer la pollution qu'il y a dans les autres pays. Et les crédits carbone, en fait, sont une récompense de cette dynamique-là. Il est donc important que ces crédits carbone soient gérés avec parcimonie et de façon à ce que l'effort qui est fait est un effort qui impacte toute la population, et que donc ces crédits carbone soient redistribués de manière équitable, on va dire, au niveau du pays. C'est la responsabilité des pouvoirs publics, c'est aussi le développement dont parlait le frère, parce que le développement, il doit avoir un impact dans toute la population. Et aujourd'hui, nous avons un problème sérieux avec la ruralité, dont les conditions sont de plus en plus difficiles et qui donnent lieu à un exode rural. Donc il faudrait créer, par le biais justement de ces crédits carbone, c'est une opportunité peut-être de consolider un peu quelques conditions de vie au niveau des milieux ruraux pour fixer les populations. Notre pays ne s'en porterait que mieux. Peut-être aussi sur cette question, le frère, je pense que la question des crédits carbone aujourd'hui, elle suscite un débat qui est quand même assez important, parce qu'il y a beaucoup de questionnements aussi sur comment ça va fonctionner, combien ça va nous revenir, combien ça va coûter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on sort de la COP27, Sharm el-Sheikh, où ces aspects ont été discutés, échangés. Il y aura les marchés réguliers avec des prix qui vont être fixés. Il y aura aussi d'autres types de marchés sur lesquels, au niveau des autorités, il y a un travail qui est en train d'être fait. La stratégie est en train d'être mise en place. Donc, nous espérons que les autorités vont communiquer à terme, puisque aujourd'hui, nous comprenons que c'est une source de revenus non négligeable. Et nous attendons simplement que nous ayons une communication pour savoir un peu comment, un peu aujourd'hui, quand on vend le pétrole, on sait qu'il y a un prix du baril, ainsi de suite. Et donc, je crois que ici, pour le crédit carbone, il y a aussi des conditions qui sont fixées. Et donc, la stratégie est en train d'être mise en place et en discussion. Et nous allons voir plus clair peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir. Et en parlant de cette question-là, ça va être des ressources supplémentaires
qui devait permettre dans un premier temps de continuer la préservation de la nature, puisque si nous avons des ressources qui sont issues de cette nature, il faut continuer à la protéger pour qu'on ait des ressources plus importantes. Mais aussi, s'il y a des suppléments, il faudra penser à toutes les questions de développement, tant au niveau social, voilà, des infrastructures qu'on pourra réaliser. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Effectivement, je voulais que par rapport au crédit carbone, donc effectivement au Gabon, il y a une ordonnance, n'est-ce pas, qui existe relative au changement climatique. Donc l'ordonnance numéro 019/2021 qui a été créée le 13 septembre 2021. Toujours par rapport à la question de l'archevêque. Donc dans son article 75, on dit que l'État a droit à 20% des crédits carbone délivrés au titre, n'est-ce pas, de la réduction des gaz à effet de serre, qui sont vérifiés, réalisés par un projet, un programme ou activité de réduction des émissions réalisées conformément à un périmètre d'atténuement climatique et la méthodologie de la réduction des émissions applicables. Donc, c'est qu'on a un texte qui existe déjà pour ça. Donc, l'État doit percevoir 20%, comme disait mon frère Boussamba. Et ensuite, comme on dit, cela doit contribuer au développement durable. C'est là que l'archevêque parlait de la redistribution. Alors, dans le développement durable, donc, il faut donc répondre aux besoins présents de la population. Donc, sans des compromissions. Donc, pour réduire, on dit, les inégalités. Et cet argent aussi doit servir à ce que les générations futures ne puissent pas souffrir. Donc, c'est effectivement, comme on dit, ça revient un peu à ce que disait un peu le feu président, Marc Bongo, dès que Saint-Gabriel va à la chasse, il faut à partir de gibier. Et puis, il faut reconnaître qu'ici, en fait, les richesses sont des richesses naturelles. Donc, logiquement, chaque Gabonais doit en profiter. Les vivants comme à venir. Et puis, il disait également qu'il faut, le président Ali disait qu'effectivement, il faut penser à la génération future. Donc, il faut que cet argent, ces ressources, qui sont des niches fiscales, puissent effectivement servir pour ceux qui vivent actuellement et pour les générations futures. Effectivement, parmi les mots qui ont été lancés par l'archevêque, on parle du chômage, l'éducation, la route de la santé. Donc, ce sont des mots qui sont vivaces, qui sont d'actualité. C'est ça, quand on parle d'exode rural ou des gens qui vivent au niveau des territoires du pays. Donc, ça doit servir à développer. Non seulement on dit les ressources issues du carbone, mais également des ressources qui sont issues de d'autres ressources, que ce soit le pétrole, le manganèse, l'or. Effectivement, tout ça doit servir à développer, à réduire les inégalités entre les provinces, entre les villes, et au niveau sur le plan humain. Donc, c'était un peu ma contribution par rapport à cette ressource. Effectivement, comme on disait, effectivement, ça a été normalement une commission qui a été créée, un forum, enfin, des équipes, sont 14 pays, qui sont là pour fixer les prix. Bon, on évalue un peu, on dit qu'une tonne de carbone peut pas mal valoir 22 €. Mais comme ça se vend sur un marché, donc nous ne disposons pas les clés. Donc nous espérons qu'effectivement, avec la transparence qui va conduire, effectivement, non seulement les élections, qui va conduire notre économie, effectivement, que les Gabonais soient un peu au courant de ce qui est perçu ou ce qui reste à s'apercevoir sur le marché. Peut-être pour rester sur la question de l'environnement, il y avait les conflits hommes et les femmes. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous édifiés là-dessus. Nous avons des parents, des grands-parents qui sont partout. Moi, pas plus tard que récemment, j'étais passé par Aimé Bokoué et moi-même j'ai pu prendre des photos où les éléphants à 3 reprises sont arrivés derrière la maison. Et je pense que là aussi, c'était une question fondamentale qui a été soulevée par l'archevêque et pour laquelle il y a déjà des dispositions qui sont prises au niveau du gouvernement. Il y a lieu d'intensifier ces dispositions-là. Donc il est important aujourd'hui, avec les bouleversements des écosystèmes, nous assistons au fait que ces éléphants viennent vraiment bouleverser aussi, viennent directement trouver les populations rurales. Et il y a lieu aussi, donc cette question, en soulevant cette question, l'archevêque voulait aussi attirer l'attention des autorités sur le fait que des moyens nécessaires doivent être mis en place pour protéger aussi l'homme. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive... C'est important de le dire, parce que le sentiment qui se dégage, c'est lequel? C'est que les politiques mettent en face des moyens pour protéger la nature ou l'environnement au détriment de la protection de l'homme. Or, si nous avons bonne souvenance, tout daterait de 1992 à la conférence internationale de Rio de Janeiro, où les questions liées au développement durable ont été abordées et l'environnement occupant ici une place essentielle. Il me revient de dire que le prélat, l'homme de Dieu, vit véritablement dans son temps. Mais au-delà des questions d'ordre environnemental, il m'a semblé des aspects plus politiques, s'il m'est permis de l'aborder ici. Alors on retient un appel, celui de l'archevêque, et je reprends le propos,
pensons Gabon d'abord. C'est une véritable déclaration à caractère politique. Nous savons bien que le prélat ne fait pas de la politique, mais on ne saurait vivre dans son temps sans attirer l'attention sur le vécu, l'ordinaire des personnes. Et ce Gabon d'abord, bon vieux slogan, qui est une invitation à penser aux populations, au bien-être et au développement des populations. L'homme étant la mesure de toute chose, l'homme étant l'élément essentiel, il est d'intérêt d'avoir un regard premier sur lui et sur les Gabonais. Oui, nous avons cette adéquation dont parle l'archevêque entre l'emploi, la formation et l'emploi. Que dire? Oui, c'est une préoccupation qui a été une fois de plus portée par l'archevêque. Aujourd'hui, le taux de chômage tourne autour de 22, en 2022, entre 22 et 25%. Et pour les jeunes, c'est près de 38 à 40%, le chômage des jeunes. Et ce sont les études récentes avec les partenaires financiers. Par exemple, la Banque mondiale, il vient d'être élaboré le cadre de partenariat payé et 38% de taux de chômage des jeunes. Les efforts sont faits, il faut quand même reconnaître. Aujourd'hui, avec des partenaires, le gouvernement travaille à l'amélioration du système de la formation professionnelle au Gabon. Et il y a plusieurs centres déjà de formation technique qui ont été réhabilités avec remise à niveau des plateaux, ainsi de suite techniques. Des nouveaux centres ont été réalisés. La coopération avec la Chine a permis par exemple de réaliser 3 centres multisectoriels, un en Coq, un en Franceville et un autre à Port-Gentil. Avec la Banque mondiale, il y a 2 centres, BTP et TIC, qui viennent d'être finalisés du côté d'un Coq aussi. Donc avec la BAD aussi, il y a un partenariat pour mettre à niveau un certain nombre de centres dans les provinces. Donc il y a un travail qui est fait. Il faudra maintenant penser à des mécanismes d'accompagnement. Parce qu'on va les former, les jeunes vont être formés, et quand ils vont sortir, ils ont la possibilité soit d'être insérés dans la vie professionnelle, dans certaines entreprises, puisque dans ce partenariat, les écoles travaillent avec des entreprises, des sociétés, donc une partie pourra être recrutée dans des entreprises, mais l'autre partie pourra aller dans un mécanisme d'auto-emploi, donc de création d'entreprises personnelles. Et là aussi, il pourrait peut-être se poser un problème d'accompagnement parce qu'il faut des fonds d'amorçage. Vous savez, quand vous voulez créer une entreprise, il faut bien que vous ayez quelques moyens. Donc il y a des efforts qui sont faits, mais je pense que ces efforts-là doivent être poursuivis pour permettre à ce que ce volet dont a parlé l'archevêque soit vraiment pris en compte et qu'on voit dans les 5 ans qui vont arriver vraiment que le taux de chômage des jeunes a diminué dans notre pays. Ok, donc sur cet aspect, je voudrais peut-être ajouter un élément qui est important. Donc, parmi les actifs, pas seulement il y a le chômage. C'est vrai qu'on le prend toujours, le chômeur, c'est quelqu'un qui n'a une formation, qui n'a pas d'emploi. Et puis au Gabon, quand on regarde au Gabon, il y a des gens qui sont formés, qui travaillent même, mais qui sont dans un chômage. C'est-à-dire qu'ils sont inactifs, aussi bien dans les entreprises, parce qu'il y a un problème de pléthorique d'argent dans les entreprises, beaucoup plus par la public, dans les ministères. Nous assistons aux gens qui passent toute la journée, comme on dit, à jouer aux jeux, parce qu'il n'y a pas de travail, donc ils ne sont pas productifs. Par les questions de BET, le travailleur, c'est quelqu'un qui peut travailler pendant une semaine de référence. Or, on a vu que dans les entreprises, beaucoup d'entreprises par la public, où il y a des journées, on y va, mais on passe des journées sans travailler. C'est pas parce qu'on est rémunéré. Donc on a ce cas-là, où effectivement, on ne donne pas du travail pour qu'il y ait une production dans l'entreprise. Il faut qu'effectivement, c'est niveau que l'État, effectivement, dans les mesures d'accompagnement, que l'État ait un suivi en termes d'embauche. C'est qu'on parle du chômage, donc on peut commencer par en amont, parler de la formation. C'est vraiment l'équation entre les besoins de notre pays. C'est important de former les gens en fonction des besoins de notre pays. Or, au Gabon, on a effectivement qu'on a une pyramide inversée. On va beaucoup former des cadres, n'est-ce pas, on va dire que des simples agents, des gens de maîtrise. Donc, tout cela, effectivement, c'est un problème au niveau de l'entreprise, parce que la République, c'est comme ça, les gens viennent là tout un mois, il n'y a pas de travail, on n'est pas utilisé. Donc ça aussi, c'est un chômage aussi qu'il y a là. Et puis il y a autre chose, on a également les enseignants. Les enseignants de 2012 qui ont été intégrés, mais qui ne sont pas encore titularisés. Donc pendant 10 ans, 11 ans, quelqu'un qui doit travailler, comment cette personne peut-elle être productive?
n'est-ce pas, pour faire le travail. Si une famille qui perd le transport, donc en ce moment-là, on ne peut plus produire. Donc, vraiment, la formation des enfants auront nécessairement un impact négatif face à cela. Donc, c'est qu'il faut que le gouvernement, effectivement, des mesures pour que tout le monde, effectivement, parce que le travail doit contribuer à anoblir l'homme. Ça, le travail ne doit pas que ça, à pouvoir se faire... Mais moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Certes, il est établi comme mission régalienne de l'État l'éducation, la formation et l'emploi. Mais il faudrait également amener les Gabonais vers l'auto-emploi, la capacité à produire des emplois, à être autonome. Je pense que l'heure d'attendre tout de l'État est bien révolue. Il faut amener les personnes à développer des initiatives privées. C'est l'intérêt, parce qu'on ne peut pas employer tout le monde. On peut s'auto-employer sur la base d'un certain nombre de directives ou de formations qui sont données. Donc c'est là tout l'intérêt. Mais l'État a mis en place un secteur pour la création d'entreprises. Oui, pour l'emploi. Oui. Je voudrais revenir sur la préoccupation partagée par M. Ndomba, à savoir ces Gabonais qui ont un travail, mais dont quoi qu'employés, mais ne travaillent pas. Ça fait que il y a l'oisiveté, et comme l'oisiveté c'est la mère de tous les vices, de plus en plus il y a un problème moral, il y a un problème de vie, et l'administration gabonaise devient un lieu où certains s'en vont pour s'amuser, pour jouer, plutôt que pour... et je crois qu'à ce niveau, nous sommes tous invités dans ces vœux formulés pour qu'il y ait plus de justice, plus de paix. L'homme doit travailler, puisque c'est la mission que Dieu a confiée à l'homme, celle de continuer l'œuvre de la création. Je vais donner la parole à Christian. Oui, là-dessus, je voulais réagir parce que sur la question du travail, il y a aussi, même fondamentalement, la notion que le Gabonais se fait sur le travail. Pour beaucoup de Gabonais, je suis bien placé en tant que chef d'entreprise pour le savoir, beaucoup de Gabonais, à partir du moment où ils vous offrent un temps de présence, vous devez le rémunérer. On n'est pas porté sur un temps productif. Et il faudrait qu'il y ait un changement de paradigme à ce niveau-là, parce que c'est une très bonne chose, effectivement, de constater que déjà, au niveau de la formation professionnelle, on parle de plus en plus d'adéquation formation-emploi, pour assurer effectivement que ceux qui sont formés aient un travail qu'ils puissent exercer. C'est important. La possibilité aussi de faire de l'auto-emploi est une deuxième voie très indiquée pour justement ne pas rester conditionné par la fonction publique ou les autres entreprises. Mais derrière, le frère l'a dit tout à l'heure, il faut structurer tout ça. Il faut que des auto-entrepreneurs soient pris en charge et qu'on puisse, avec des grandes entreprises, avec des systèmes justement de valorisation de ces auto-employeurs, pour qu'ils puissent trouver de l'activité. Sinon, ils vont avoir un métier qu'ils ont appris, qu'ils ne pourront pas exercer, et puis ils vont se reconcentrer, avant même d'avoir exercé ce métier-là ailleurs, sur des métiers, des situations palliatives. Donc vraiment, il y a un tout à prendre en charge. Comment est-ce qu'on peut promouvoir des jeunes qui sortent, mais comment est-ce qu'on peut aussi accompagner des jeunes auto-entrepreneurs? Peut-être véritablement, si vous permettez, il est d'intérêt de le dire, mais souvent on a un regard trop sévère sur les agents de la fonction publique. Il y a l'élite. L'élite existe bel et bien au niveau de la fonction publique. Mais il faut comprendre une chose. Pour la plupart du temps, nous avons fait du recrutement, dans des grandes écoles. Et on a dispensé ce qu'on appelle ici la formation initiale. Mais ce qu'il faut amener les politiques ou les décideurs à prendre en compte, c'est la formation continue. C'est toute une étape liée à la vie professionnelle. Il faut que les personnes puissent acquérir de nouvelles performances, de nouvelles capacités opérationnelles. Et c'est très important de prendre en compte cette dimension. Parce que si vous vous plaignez de l'oisiveté, écoute, on est oisif quand on n'a pas des directives précises, quand on n'a pas de consignes, quand le leadership ou le management n'est pas assuré également. Donc c'est des constances qu'il faut considérer. Non, je pense que c'est sur cet aspect, peut-être pour boucler plus ou moins, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, premièrement, si j'ai un salaire, je dois travailler. Il faut que chaque compatriote se le dise.
Tant qu'à la fin du mois, je En pointe. cette année 2023. Tant que je pointe, je dois travailler. Et si je ne travaille pas en pointant et que j'ai un salaire, j'ai volé. J'ai volé. Mais, il y a des gens qui ont la... Il y a des gens qui ont la... Nous appelons au catéchisme, c'est prendre ce qu'il y a autrui sans demander. Voilà pourquoi on voulait préciser, monsieur l'abbé, que c'est ce que le frère disait. Moi, je peux avoir la volonté de vouloir travailler. Mais lorsque je viens, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas d'émission, je n'ai pas de tâches, je n'ai rien. Je suis abandonné à moi-même. Et là, ça pose problème. Voilà pourquoi il disait qu'il faut qu'on fasse une réforme. Tout à fait. Il y a des administrations qui travaillent. Vous venez dans les cabinets de ministres, je vous assure, nous, on parle là de la nuit, on parle de ceci ou cela. Dans les régies financières, ça travaille. Il y a des structures qui travaillent, mais il y a d'autres entités qui ne travaillent pas. Il y a lieu de faire un audit organisationnel pour voir un peu ce qui ne va pas, quels sont les problèmes, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la JVT. Autre chose que je voulais ajouter, c'est que par exemple au niveau du MCC, on a des réflexions aujourd'hui, Mouvement Chrétien des Cadres, on a des réflexions pour accompagner les jeunes dans leur installation professionnelle. Donc nous faisons par exemple des formations, nous essayons d'accompagner par des formations, et dans ces formations, on essaie de leur dire que vous avez un CV, on leur montre comment par exemple élaborer un CV, comment participer à un entretien pour avoir un travail, mais aussi l'auto-emploi, on fait des formations sur l'accompagnement à l'employabilité, et on a la possibilité de donner des outils, parce qu'il y a ces projets que j'ai cités, ce sont des outils qui sont mis en place par le gouvernement et qui peuvent donner des fonds d'amorçage. Donc vraiment, il y a tout un travail à faire, comme on a dit, sur cette question qui mérite vraiment une attention particulière. Oui, je un pavé dans la mare, parce que on est sur le concept de l'adéquation formation-emploi. Peut-être qu'aussi au Gabon, au cours de cette année, comme on y est, on devrait aussi penser justement, le frère l'a dit, les audits, mais c'est pour s'orienter vers l'adéquation recrutement besoin. Parce que là aussi, ça me paraît avilissant de recruter des gens sans savoir ce qu'on va leur faire faire. On a fait beaucoup de recrutement, mais juste parce que la personne doit être dans une administration ou dans une entreprise. Et puis derrière, il n'a rien à faire. Et donc en réalité, on crée beaucoup plus de problèmes sociaux parce que quelqu'un qui est presque avili à ne rien faire, c'est une charge psychologique qu'il y a derrière. Et souvent, on finit par meubler ce temps d'oisiveté par d'autres choses, ou l'alcool, ou de la débauche. Donc faut pas, ça aussi, c'est des maux de la société dont il faut qu'on fasse attention, et peut-être qu'on trouve des moyens d'en sortir ou bien d'améliorer les choses au cours de cette année. Merci. Et ayant fait ce débat sur les propos de confession religieuse portant sur l'adéquation entre la formation et l'emploi, je voudrais qu'en le réécoutant, en les réécoutant, de confession religieuse, nous puissions axer notre attention sur la question du transport, la vie chère. Oui, la vie est chère. Oui. La vie est chère. Aujourd'hui, avec la crise en Ukraine, les choses ne sont pas facilitées. L'archevêque a parlé, Monseigneur l'archevêque a parlé de l'Ukraine, le fait du glissement de terrain, les tremblements de terre, notre transgabonais, dont les rails se trouvent dans le Goué, et les routes, pour nous qui sommes un peu aumôniers, souvent sur la route entre Libreville et Lambaréné, tous ces trous, traverser Bellabanga, ça devient un problème. Et quand on voit tous ces conteneurs un peu souvent au bord du chemin, la route est souvent sinueuse, et la vitesse aussi, parce que même il y a 2 jours, sur l'échangeur de la Lala, de collision entre deux mastodontes, donc une voiture de Sobraga, donc il y a tout ça. Alors comment on peut arriver dans des vœux à avoir une vie moins chère, une vie qui puisse donner à celui qui est à Mabanda de pouvoir avoir une boîte de lait bonnet rouge au même prix que celui qui est à Kingele? Bon, en tout cas, moi je voulais disons que par rapport à la vie chère, disons que le problème, on le voit de façon assez simpliste, effectivement, quand on parle de pouvoir d'achat. Parce que tantôt je disais, c'est le travail, la bonne fonction,
d'ennoblir l'individu, de permettre de satisfaire ça. Donc, dans l'homme, il y a deux dimensions, dimension physique, dimension spirituelle. Alors, c'est ça, avec ces revenus-là, effectivement, le Gabon, on a un petit souci, c'est vrai que les autorités prennent des démarches, on va avec les zones de croc, on fait sur le plan fiscal, des efforts qui sont faits, même sur le sujet de la mercuriale, au Gabon, tous nos prix sont des prix administrés. Donc, sont réglés, sont réglementés, sont administrés, sont suivis par l'État en tenant compte, effectivement, tous les produits qu'on importe du marché international. Je prends l'exemple, par exemple, des carburants. Effectivement, peut-être on s'en prend le coup, mais c'est parce qu'il y a un mécanisme d'indexation qui permet que le prix, sur le plan national, les prix soient administrés, qu'on puisse avoir le carburant, qu'on soit à OIM, à Ambigou, partout au même prix. Maintenant, pour ce qui est effectivement du coût de la vie, comme on dit toujours, parce que quand on regarde un peu ce news, ça sent qu'actuellement, tous les pays du monde vivent un peu ce problème-là. Or, au Gabon, il est beaucoup plus, il semble accentué par rapport au programme de l'Ukraine, à cause des huiles que nous marchons, d'autres aussi, la farine du blé. Or, logiquement, le Gabon, on dit, ne s'improvise pas en Ukraine. Il y a d'autres pays en Europe, on a vu ça avec le blé, on le prend en Espagne, d'autres le prennent en France. Donc c'est d'abord lié au marché de l'approvisionnement. Également, il y a un problème de politique nationale. Comme on dit, on n'a pas développé chez nous l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on va d'Ukraine, on va voir le Cameroun, tous les produits viennent du Cameroun, nous consommons au Cameroun, dans la plupart de nos produits. Et pour qu'il y ait, on dit, cette unité-là, une unité qui parle au niveau des hommes, une unité spirituelle, la paix spirituelle, il faut déjà qu'au Gabon, qu'on ait des routes. Moi, je suis celui qui pense qu'il peut y avoir un développement économique sans qu'il y ait des routes. Si je ne peux pas prendre la banane chez moi au Yem, je ne peux pas prendre les patates d'Ambigou ou des Niam dans le Haut-Ogooué, en ce moment-là, les gens, on aura toujours la peine à manger. Parce qu'on n'est pas le Cameroun. Quand on mange des tangles au Cameroun, qui suis mûrissent dans le camion, parfois qui font du temps en route parce que l'état de la route n'est pas bonne. N'est pas bon, donc on voit ça. Donc moi, c'est pour dire qu'effectivement, il y a une politique qui est faite, mais elle doit aller vraiment assez incisive au niveau du gouvernement pour ça. D'abord, premier élément à faire, il faut des routes, des bonnes routes. Parce que tout le temps, on sait qu'on est un pays, au Gabon, il y a beaucoup d'eau. Donc nous devons offrir des marchés aux gens qui comprennent notre climat. Donc toujours dans le problème de climat et environnement. Parce que quand on est sur la soumission des marchés, on a ça que tel Colas peut faire des routes de l'eau durable. Or, on a toujours l'impression que nos projets sont faits de façon ponctuelle, déjà des routes. Ensuite, nous devons encourager les femmes, comme dit le temps emploi, on doit encourager les gens à aller à l'intérieur du pays. Pour ça, on a d'autres pays, les gens qui sont docteurs en médecine ou autres, qui vont faire l'agriculture. Mais ça aussi, on n'a pas cette politique-là d'encourager ce sens. Parce que récemment, vous avez suivi, quand le ministre de l'Intérieur est passé pour détruire les couloirs là, on a vu les femmes qui se plaignaient, qui vendaient le petit piment là. On a également une entreprise de jeunes là qui se plaignent, qui disent qu'ils ont déposé leur dossier au niveau du ministre de l'Emploi. Or, le temps emploi, ce n'est pas parce que je souffre, c'est vrai que dans la souffrance, le fait de l'être humain pour dans l'état de survie, mais il y a quand même, on dit, des fonctions régaliennes qui reviennent à l'État. C'est ça, l'État répartit les provinces, il dit, bon, tel agricole, telle province ici. Bon, jusqu'à présent, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, l'élément que nous avons chez nous, comme on dit au Gabon, on a une terre qui est bénite. Les manguiers pour chez nous au Gabon, est-ce que nous avons même des produits de mangue, même de confiture de mangue qu'on a chez nous? Je ne sais pas si on n'en a pas, je ne sais pas si on en a même. Les terreaux qu'on a chez nous, est-ce qu'on en a même? Je peux rebondir quand même un tout petit peu. Oui, non, sinon, c'est pour dire qu'effectivement, je vais terminer pour dire qu'effectivement, pour moi, effectivement, il faut une politique qui peut les Gabonais à faire l'agriculture. Comme disait un peu l'un des leaders à l'époque, dire que chacun de nous doit avoir son petit jardin. C'est ça. Je ne sais pas entre nous qui sommes là, est-ce que chacun a son petit jardin où il peut aller faire son frelon déjà sans le payer? C'est tout ce que je dis, quoi. Pour moi, le développement passe d'abord par l'infrastructure routière. Ensuite, la politique incitative, la formation, la formation est énormément importante, la formation. Mais si ceux qui forment, les formateurs, ne sont pas à l'aise, comme je l'ai dit tantôt là, donc on n'aura pas de problème. On a combien d'écoles? Ça, parce que, comme on dit, tout le monde ne peut pas avoir de faire l'école. On a vu ça dans d'autres pays, où on prend des génies, où des gens ont des talents. Donc, ça peut se développer. Tout le monde n'est pas obligé de faire le cycle, le canal qu'on connaît, n'est-ce pas? École primaire, à l'université. Non, il y a des gens qui ont des dons pour pouvoir se développer. C'est ça. Et puis on a vu que dans tous les pays du monde, le taux d'emploi est arrivé quand les gens étaient dans la souffrance. Au Gabon, on a encore une petite population qui vit des ressources naturelles. Donc ni moi, ni l'enseignant, personne n'est responsable de ça. C'est Dieu qui a offert ça. Donc imiter les pays d'autres qui ont pu faire ça, même en Libye, où tous les Libyens avaient l'argent, on faisait tout pour investir en agriculture, on mettait les moyens pour que les gens vivent. C'est ça, moi, au Gabon, il faut une politique catalyste, des routes, et puis encourager les gens que nous vivons des ressources naturelles. Donc personne n'aide, parce que je suis doué, c'est moi qui ai fait le pétrole en Port-Gentil, c'est moi qui ai fait cueillir de l'or à Mivou là-bas. Non.
Non, mais en effet, ton propos est juste. Et j'apprécie d'ailleurs la passion qui conduit ton propos. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsque les confessions religieuses, par la voix de leur parole, Monseigneur l'archevêque métropolitain aborde les questions liées à la cherté de la vie, c'est implicitement aborder la question liée à la pauvreté, à la précarité dans laquelle vivent les populations. Mais les mécanismes ne sont pas aussi simples. Lorsque l'on fait allusion à la crise ukrainienne, à la guerre en Ukraine, ou encore à la Covid, c'est vrai, ces éléments ont impacté la vie économique de nombreuses nations. Mais il ne faudrait pas que ceci devienne un prétexte. On l'a vu dans nos quartiers où on a assisté à la flambée des prix, chacun y allait à son petit prix. Ça veut dire que lorsqu'on établit également les mécanismes de contrôle du prix, parce qu'il existe bien au Gabon une agence qui fait dans le contrôle alimentaire, qui fait dans la sécurité alimentaire, qui fait dans le contrôle des prix également. Donc ce sont des établissements ou des institutions qui doivent jouer pleinement leur rôle. C'est véritablement d'intérêt. Il y a un aspect abordé ici qui portait sur la révolution verte. Chef Ange, révolution verte, je vous laisse terminer. Je voudrais aussi que l'on puisse aborder la question liée à la retraite, à la CNSS. Pendant ce temps, M. Mondjoudi se prépare et vous pouvez terminer sur la révolution verte. Alors lorsqu'on parle de la révolution verte, justement, on fait allusion au secteur primaire. Le secteur primaire, c'est l'agriculture. Nous avons mis au Gabon de l'emphase sur les industries extractives du pétrole, du manganèse, de l'uranium, de l'or, du diamant, etc., etc. Mais le plus important, si on voudrait atteindre l'autosuffisance alimentaire, et donc, par voie de conséquence, réduire l'impact sur les prix aux ménages, c'est envoyer les personnes vers la terre. Mais M. Lomba rejoint l'archevêque en disant envoyer les gens à la terre, mais il n'y a pas de route. Comment on fait pour acheminer? Ça marche en Moabi est une terre bénite où il y a un Mborto, la banane, tout ça. mais le pont de la Luini, le pont de Mouralaba, si vous pouvez passer par Tubanga, c'est vraiment quand vous passez au volant de la voiture, vous avez mal au dos pour passer. Vous ne savez pas si vous allez arriver ou pas. Il faut que les politiques publiques soient de plus en plus intégrées. Les choses ne peuvent pas se faire de manière, s'il n'y a pas vraiment une intégration qui tienne en compte justement les différents aspects. Et peut-être qu'il faut être un peu moins ambitieux sur l'étalement. Cette perspective-là aussi nous a un peu perdus. On finit par faire du saupoudrage. Si sur une vingtaine d'années, on s'était dit, on s'attaque de manière régionale en progressant, on y serait peut-être arrivé, on serait peut-être pris dans les conditions actuelles. Mais il faut de la programmation. Il faut que vraiment les choses soient construites et qu'on puisse conduire les programmes à leur terme. Ça aussi, c'est un problème que nous avons au Gabon. Beaucoup de programmes sont conçus, mais ne vont quasiment jamais à leur aboutissement. Et Dieu sait s'il y a des évaluations. J'ai rarement vu de manière officielle des évaluations de politique publique qui disent où est-ce qu'on a commencé, où est-ce qu'on est arrivé, quels sont les problèmes qu'on a eus. Je vais aborder la question de la CNSS, mais peut-être que sur ce volet-là, le frère voulait... Oui. Peut-être ajouter, la programmation existe. Nous avons, aujourd'hui, on a eu le plan stratégique Gabon émergent. Aujourd'hui, on a évolué vers le plan d'accélération de la transformation, le PAT. C'est un document assez riche où il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de programmes. Aujourd'hui, on a le PAT, on a des projets. Lorsqu'il y a eu ces difficultés qui ont commencé avec les ressources pétrolières, le gouvernement, les autorités sont arrangées vers la diversification de l'économie. L'agriculture étant juste un aspect de cette diversification. Aujourd'hui, la politique, c'est de diversifier l'économie. Et le PAT est un outil pour arriver à cette diversification de l'économie. Et on parle aujourd'hui des secteurs porteurs. Quels sont les secteurs porteurs sur lesquels le gouvernement peut faire pour capter les ressources? Parce que la vraie question aujourd'hui, on dit on doit construire les écoles, on doit construire des routes, mais il nous faut des fonds. Avant, avec le pétrole qui alimentait peut-être près de 70% de notre budget annuel, nous ne sommes plus, il y a une tendance qui s'est inversée. Il faut capter ces fonds à travers peut-être des secteurs comme l'agriculture, l'écotourisme, des secteurs miniers. Donc il y a d'autres secteurs productifs. Donc ces secteurs-là, il faut vraiment les développer et à travers le PAT. Aujourd'hui, la vraie question, c'est que si nous n'avons pas suffisamment de ressources, il nous sera difficile de construire
des routes et tout ça. Et puis il y a aussi la question de la bonne gouvernance aussi. Mais ça, la bonne important. gouvernance, c'est parce que le plus important n'est plus d'avoir des fonds, mais c'est savoir gérer les fonds. La bonne gouvernance. À ce niveau. Demain, nous aurons les fonds issus, par exemple, des crédits carbone. Il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Et ça, c'est le rôle de l'ITE. La question de l'application de l'EVEC et l'appel de l'ABEC, justement, dès à présent, de mettre les mécanismes pour bien redistribuer les dividendes, par exemple, des crédits carbone. C'est déjà une interpellation que l'EVEC fait, peut-être en anticipation. Il y avait la question de la CNSS. La question de la CNSS, effectivement, nous nous retrouvons aujourd'hui avec, au niveau de la CNSS, avec un gros problème, parce que nos anciens qui ont travaillé, qui ont cotisé régulièrement à la CNSS ne peuvent pas bénéficier de du paiement régulier de leur pension qui leur permet de vivre quand ils ne sont plus actifs. Alors, déjà au niveau du mécanisme de la CNSS, il faut savoir qu'il y a un gros problème qui a pointé depuis quelques années, et c'est qu'en réalité, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites des précédents. Ouais. Donc quand vous avez un environnement où sur déjà peut-être 4, 5, 6 ans, on a fait des licenciements à outrance, on n'en a peut-être pas trop parlé, mais toutes les entreprises, quels que soient les secteurs, ont souffert et ont nécessairement licencié. Donc vous avez moins d'actifs qui cotisent et donc moins de ressources. Et puis à un moment donné, il y a aussi eu la question de la gouvernance. Parce que quand ces systèmes-là sont très cadrés, un système de retraite, il est très cadré, il y a des ratios de liquidité sur lesquels il ne faut pas. Voilà. Donc si on n'a pas bien suivi ces ratios de liquidité, par exemple avec des placements qui devaient apporter de la rémunération, du coup ça crée un déséquilibre. Et là on est en grande difficulté. Aujourd'hui, un des aspects pour en sortir, c'est la prise en main par le secteur privé, la reprise en main en fait, ou alors une prise en main, je dirais, logique par le secteur privé de cette caisse. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La CNSS, ce sont des cotisations du secteur privé exclusivement, qui sont administrées par du secteur public. Donc aujourd'hui, le mécanisme qui va être mis en place, c'est un mécanisme qui me paraît très normal, de faire en sorte que le secteur privé gère sa caisse et décide de ce qui se fait, avec bien entendu les contraintes et les mécanismes que le secteur privé peut mettre en place pour essayer justement de rester dans les... Je ne trahis pas de secret, mais j'ai quelques informations pour être membre de la Fédération des entreprises du Gabon. L'ambition vraiment, c'est de remettre en place une gouvernance avec un ajustement des systèmes de rémunération qui ne mettent pas en cause la création ou le maintien des réserves qui pourraient justement assurer le long terme. On n'en dira pas plus pour l'instant puisque le travail est en train de se faire. En fait, je voudrais un peu rebondir par rapport au problème de la CNSS, le problème de la retraite. Je pense qu'au début, dans mes propos, le propos liminaire, je l'ai dit que le problème c'est la gestion des entreprises par la publique. Une autonomie de gestion. Parce que dans toutes les entreprises par la publique au Gabon, vont connaître le même sort que la CNSS. On connaît le même sort, c'est ça. Parce que on est toujours dans le mot magique, la bonne gouvernance. Il faut que l'État qui nomme laisse le gestionnaire, ça pour un projet de 3 ans, avec un objectif de gérer l'entreprise. Tant que, alors, nous les politiques, alors nous allons, on dit, exiger les embauches, exiger en retour, comme on dit, les fonds politiques, n'est-ce pas, sans qu'il y ait une signature, sans qu'il y ait une traçabilité de ce qui est fait. Donc c'est que le DG, malgré toute sa compétence, n'est-ce pas, ne pourra pas avoir des résultats tant attendus. Parce que c'est là qu'il y a des conseils d'administration de la santé par la République. Il y a des conseils d'administration, mais ces conseils d'administration, en fait, ont une valeur moindre que par rapport au privé, où il y a l'inactionneur, où il y a l'apport des capitaux. C'est le problème qu'on a. On a ce problème-là. Parfois, un problème qui existe, mais comme on dit, on est toujours dans l'espace. Comme on est que les Gabonais vont prendre conscience de la gestion. C'est ça, parce que des entreprises, comme c'est un secteur régalien, on ne peut pas tellement le donner au privé. C'est ça, dans les pays européens, c'est toujours géré par un point de l'État. C'est pas comme on a le chemin de fer. Ça, on sait qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience qu'attention, bon, tel a été nommé, d'accord, mais je dois être reconnaissant dans le travail qui est fait, en termes de qualité de travail, en termes de résultats attendus.
Ça, alors, je ne sais pas juger par le nez, je n'ai pas jugé par les autres, il est jugé beaucoup par sa collaboration, on dit par son obéissance au chef. Donc, c'est qu'à un moment donné, c'est ça qui a resté dans cette situation. Je parlais tantôt des effectifs catholiques. On a ça, alors les gens qui vont partir, comment dire, par rapport à la mesure que je crois que tu peux dans les journaux, puisque c'est l'actualité. Donc, alors, ceux-là, ils ont été recrutés pas par rapport aux besoins. On m'a dit qu'on dit par rapport aux besoins, parce qu'à la tâche de l'emploi qu'il y avait. Donc, on va arriver dans les institutions publiques, on aura toujours les mêmes travers, il y aura toujours les mêmes audits, comme toujours, comme d'habitude. Mais finalement, nous ne prenons pas de bonnes résolutions pour se dire qu'à un moment donné, comme on dit, acceptons la conversion. Parce qu'on est là, c'est ça le message de l'évêque. On dit d'accord, on est un peu livré maintenant, puisqu'on est conscient que les choses, voici on a les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc essayons de faire mieux, de nous convertir pour faire mieux. Tout à fait. Pour entrer dans une dynamique de vérité, de justice et de paix, je voudrais que nous puissions clore ce débat. Je remercie chacun d'entre vous d'être venus, d'avoir bravé, je dirais, la chaleur pour être là. Il y a une préoccupation au cœur de l'évêque, au cœur de nos pasteurs, de nos imams, de nos prêtres, des fidèles laïcs, parce que l'Église, ce n'est pas seulement les consacrés, mais c'est tous qui, par le baptême, sont consacrés. La question de nos frères et sœurs privés de liberté, ils ont été déviants dans la société, mais ils demeurent pas moins qu'ils sont des hommes. Et souvent, leurs dossiers se perdent au tribunal, ils ne sont pas jugés, ils croupissent là-bas. Nous avons l'aumônerie Saint-Pierre-aux-Liens, c'est l'aumônerie à la prison centrale. Et dans tous les diocèses, il y a, comme dans chaque ville, il y a une prison, dans les départements, mais quels soins avoir vis-à-vis de leur endroit. Ce que je voudrais dire, et il faut bien le comprendre, l'Église prône le pardon, la rémission des péchés. Voilà le message divin. La loi, c'est la sanction, qui est souvent assortie de peines privatives de liberté. Il faut bien entendre ici. Donc l'approche chrétienne est moralisante ou moralisatrice, tandis que la sanction nous amène à des peines d'emprisonnement. Je n'exclus pas que des erreurs de justice soient possibles. Ça participe à l'humain, bien entendu. Mais un effort doit être fait, de un, dans l'amélioration de la vie carcérale. On le sait tous, il y a une certaine surpopulation carcérale, de un. De deux, il faut prôner pour beaucoup plus de célérité dans le suivi des procédures. Pourtant, ce qui caractérise souvent la justice, c'est aussi la lenteur. Ça prend du temps pour analyser un dossier. Ça prend du temps pour rendre une justice. Un effort doit être fait dans la formation des greffiers, des magistrats, dans l'accompagnement également des auxiliaires de justice, la police, la gendarmerie, etc., etc. À la base, c'est la formation. Il faut rappeler, il faut instruire ces institutions des missions qui sont les leurs. Il faut bien former le juge pour qu'il rende la justice. Il faut former le greffier pour qu'il en fasse une priorité, le suivi, l'archivage des dossiers. C'est très important, sinon on accumule les retards de justice. Maintenant, il ne faudrait pas que le politique également pèse sur la vie judiciaire. C'est très important. Laisser aux politiques leur métier, laisser aux juristes, aux juges le métier qui est le sien. C'est peut-être ce qui manque, qui peut être à l'origine d'un certain nombre de confusions dans le rendu de la justice. Je voudrais renchérir là-dessus pour apporter un petit élément peut-être complémentaire. C'est la justice, effectivement, il faut former les magistrats pour que la justice soit rendue. Mais être juste, c'est rendre le juste jugement, mais aussi faire exécuter la juste peine. Or, nous sommes une partie de du surpeuplement carcéral naît du fait que, même parfois, des gens qui ont déjà purgé leur peine, ils ont donc déjà fait ce qu'il fallait comme réparation, puisque ça a été fixé par le juge. Ils attendent encore des délais supplémentaires pour être libérés, pour être sortis, sans bien entendu prendre en compte des gens qui sont incarcérés sous prétexte
du manque d'urgence et qui attendent parfois 1 an, 2 ans pour être jugés. Donc là, tout ça, c'est des dysfonctionnements et je pense que pour être juste, il serait peut-être opportun qu'il y ait un système au niveau, ce pouvoir-là doit être, j'allais dire, libre, doit avoir ses règles de fonctionnement. Mais il faut aussi avoir, je pense, un dispositif qui permette de mesurer ces aspects-là sur la performance de notre système judiciaire. Mesurer quels sont les délais, par exemple de libération, des gens qui ont été jugés et qui ont purgé leur peine, mesurer les temps de jugement pour des gens qui sont incarcérés. Ça part d'abord de la garde à vue. Exactement, de la garde à vue. Oui. Revisiter tout le processus, mais avec vraiment une option, avec une perspective d'amélioration continue. Parce que là-dessus aussi, on se complaît à dénoncer, mais en fait, rien n'est fait. Et est-ce que ces problèmes-là sont réellement caractérisés, sont quantifiés, pour qu'on puisse effectivement se rendre compte parfois des préjudices en fait, qui sont causés en plus à nos frères qui sont détenus, alors qu'ils ont parfois rendu à la société, en fait. Ils ont purgé leur peine par rapport à la société. Merci à chacun d'entre vous. Monseigneur Basile Vengon, alors archevêque de Libreville, lors de la visite des reliques de Sainte Thérèse, rendue à la prison centrale, et s'adressant aux prisonniers, disait « Je sais que beaucoup d'entre vous êtes là parce que vous avez fait du mal. Êtes là parce que c'est normal. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas là et qui ont fait du mal et qui sont des prisonniers en liberté. Et nous prions Dieu que la justice dans notre pays puisse être toujours rendue au bénéfice du peuple. Et qu'elle soit aussi là pour éduquer et donner à l'homme de retrouver sa dignité. Et à tous qui nous avez accordé de votre temps pour nous suivre, vous avez d'autres analyses que vous faites de ce message que les confessions religieuses ont délivré au chef de l'État en lui souhaitant les vœux les meilleurs pour un Gabon plus prospère, et que nous y reviendrons dans le cadre de la préparation aux élections, de par la prière, mais aussi de par d'autres émissions qui nous permettront ensemble de redécouvrir la loi fondamentale, de redécouvrir le mieux vivre ensemble, et tout cela pour construire ce Gabon qui est le don que Dieu nous a fait. Nous n'avons pas demandé à naître dans ce pays, mais Dieu nous a donné la grâce de naître dans ce pays. Et nous en sommes fiers. Puisse chacun d'entre nous œuvrer pour la construction de ce beau pays en apportant sa pierre. Merci à Michel, merci à Christian, merci à Onge et merci à John Saturna. Merci à chacun d'entre vous. Nous pouvons terminer en vous donnant la possibilité de dire un mot de fin. Moi, je pense que pour ce qui me concerne aussi, il y a eu cette invite sur une année de vérité et tout ça. Donc je pense qu'aussi c'est une invite pour tout le monde. Hein. C'est une année électorale. Donc il y a des enjeux aussi. Donc l'occasion pour tout un chacun d'œuvrer pour la préservation de la paix et pour permettre à ce que l'année se passe dans de bonnes conditions, que même les élections se passent dans de bonnes conditions. Et donc c'est un travail et un effort de tout un chacun, des chrétiens, des non-chrétiens, de tout le monde. Et cet aspect-là, peut-être il faudra qu'on revienne là-dessus aussi, qu'on discute vraiment un peu de ce point sur la préservation de la paix. Moi, je dirais les vœux présentés par les confessions religieuses au président de la République, donc à l'institution, s'adressent par rebondissement nécessairement à toute la population. Et je dois y lire aussi, pour nous les chrétiens catholiques, une invitation nous-mêmes à prendre en compte tout ce qui a été relevé par l'archevêque et en faisant nôtre les actions qui doivent être entreprises derrière. Parce que tout cela ne peut se faire qu'avec notre implication également.
ce n'est pas seulement le problème du président de la République, mais c'est aussi, et d'abord au commencement, notre positionnement en tant que chrétien catholique par rapport aux vœux que notre archevêque a fait et notre responsabilité d'aider à mettre en œuvre et améliorer les systèmes ou des mots qui sont dénoncés dans ces vœux. Alors il me revient de dire que les prélats, donc les confessions religieuses à travers cette allocution brève et essentielle, ont porté un coup fort à nos consciences, parce que c'est d'abord des directeurs de conscience, fort également à l'endroit des autorités publiques, des autorités religieuses, des autorités de tous bords, et même dans nos milieux de tradition. Il est d'intérêt véritablement que nous ayons un autre regard sur la démocratie, sur des questions de liberté, sur la question essentielle liée à la paix. Les confessions religieuses ont délivré un message qui se résume, sans trop m'abuser, à ceci. Les Gabonais font pour demande essentielle la paix. Et répondre à cette demande traduit la volonté d'accompagner le peuple gabonais. Mais la paix ne peut s'établir sans la justice. La paix ne peut s'établir sans la démocratie, la liberté. La paix ne peut s'établir sans le développement. Alors, pour revenir sur l'allocution prononcée par Monseigneur l'archevêque au nom des confessions religieuses, nous retiendrons un message fort. Les confessions ont invité le président de la République, chef de l'État, à répondre à une constance, celle de rendre aux Gabonais, de donner aux Gabonais la paix. Car offrir la paix aux Gabonais, c'est répondre à l'attente principale. Au-delà de la paix, il y a la justice, la démocratie, qui ne peuvent être que vecteurs de développement. Or, le développement s'entend également par l'épanouissement des populations, par la résolution des problèmes liés au chômage. Merci. Monsieur Ndoma. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que moi, j'accueille en tant que chrétien, j'accueille le message de l'archevêque. Et je peux peut-être dire à l'archevêque que nous portons tout ça dans nos prières pour la paix du Gabon, et qu'on ne peut pas être chrétien, n'est-ce pas, sans avoir en soi l'amour, parce que Dieu est amour. Que cet amour dans l'unité des Gabonais, nous devons vivre, comme on dit, avec le mauvais grain, avec les vrais. Donc, ce que nous devons attendre, nous contribuer à vivre ensemble, ça nous vivre ensemble, en espérant toujours que les uns puissent se convertir, puissent changer. C'est ça. Parce que ce qu'on a fait mal aujourd'hui, demain, on peut le faire bien. Et c'est ça, ça doit être l'espérance de notre vivre ensemble. C'est ça. Parce qu'en comparant à d'autres pays, c'est vrai que comparaison n'a pas raison. Mais nous voyons bien que notre pays, il y a eu du temps, il y a eu un peu de conscience. Il faut qu'après le temps, que nous puissions faire des bilans objectifs, nous arrêter et puis continuer. Et pour que nous ayons un Gabon meilleur. C'est vrai qu'on a espéré la terre promise en tant que chrétien. Moi, je pense qu'effectivement, nous devons vivre ensemble, avec Gabonais ou non Gabonais, pour construire un monde meilleur. Parce qu'on est maintenant dans la mondialisation. Donc, il faut que chacun, dans le respect de ses valeurs, que ce soit traditionnelles ou des valeurs chrétiennes, il n'est nullement mentionné quelque part qu'on doit tuer l'autre pour s'enrichir. Que le développement doit partir de soi-même, comme disait un économiste, un américain, que nous d'attendre de tout l'État, commençons nous-mêmes à changer. C'est à nous-mêmes, chaque Gabonais, chaque citoyen, chaque résident au Gabon doit pouvoir changer pour que les choses soient d'abord améliorées, qu'ils puissent d'abord s'aimer soi-même, aimer le voisin et contribuer à aimer sa maisonnée. Et pour moi, comme disait récemment l'abbé Kassim Tomba, c'est que prions, continuons à prier, ayons un regard sur le Christ. Dieu fera peut-être quand il voudra et comme il voudra pour que le Gabon soit un pays meilleur. Merci à tous qui nous soutenaient et merci à vous qui, en ce dimanche, avez pris de votre temps pour, après les célébrations dominicales, pour venir prendre part à cet exercice d'écoute et de paroles partagées. Merci à Monseigneur l'archevêque qui, il y a 2 jours, a célébré ses 5 ans d'épiscopat. C'est le 13 janvier, il y a 5 ans, qu'il a été ordonné évêque à Franceville. À lui, nous renouvelons tous nos vœux. Merci
à Monseigneur l'archevêque de porter en lui ce souci de la vérité, de la justice et de la paix, souci partagé par tous les leaders de confessions religieuses dans notre pays. Je salue très fraternellement l'imam Ouseni, je salue très fraternellement le président de l'Église évangélique, je salue très fraternellement aussi le président de l'Alliance chrétienne et le président du mouvement pentecôtiste qui, avec Monseigneur l'archevêque, travaille de pied en pied. Et en ce mois aussi, qui nous donne de vivre bientôt, du 18 au 25, nous allons vivre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que cette unité soit véritablement vécue et donne toujours à notre pays de se sentir mieux et d'aller de l'avant. Merci.